Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 4 janvier 2016 et le titre de l'émission d'aujourd'hui. Il est minuit moins 5 pour le système financier. Il faut agir maintenant. Nous allons faire un retour sur la présentation qui a eu lieu récemment du mouvement politique de Larouche aux États-Unis. Une présentation qui parle justement de l'urgence d'agir. Puisque dès le 4 janvier 2016, plusieurs changements dans le système financier auront lieu. Le changement le plus percutant sera l'adoption d'une politique en Europe et une politique qui est en fait déjà aux États-Unis et au Canada, une politique de confiscation des dépôts, en anglais politique de bail-in. Donc commençons la présentation maintenant. Donc, la situation actuelle est que si vous croyez que 2015 était une mauvaise année pour l'économie, eh bien vous allez être horripilé par l'année 2016 qui s'en vient. Nous entrons, selon M. Lyndon LaRouche, économiste américain, dans une des périodes les plus dangereuses de l'histoire moderne. Nous avons un effondrement systémique du système financier transatlantique. Des mesures d'urgence doivent être prises maintenant pour éviter le pire. Et nous avons aussi une confrontation toujours de plus en plus possible entre les États-Unis, sous la direction de Barack Obama, en fait une guerre que celui-ci mènerait contre la Russie et la Chine, une guerre qui peut devenir en fait une confrontation thermonucléaire mondiale. Donc, quand on pense à 2015, il faut d'abord voir en fait le nombre d'échecs en fait causés par le leadership politique aux États-Unis. Nous avons eu tout d'abord l'échec d'agir pour en fait bloquer Obama et ses politiques autant militaires qu'économiques qui violent la Constitution américaine, donc des actes qui sont en fait des actes qui pourraient amener Barack Obama vers la destitution ou le renvoi immédiat selon certaines règles constitutionnelles. Deuxièmement, nous avons eu l'échec des politiciens américains, en fait l'échec de ramener la loi Glass-Steagall dès le début de la crise économique de 2007-2008. Et au lieu d'avoir ramené cette règle-là, on a vu en fait un effondrement du système, un effondrement des règles du système financier. Et maintenant, Wall Street représente en fait un système casino, un système spéculatif qui n'a plus aucun lien avec la véritable économie physique, telle que définie par Lyndon LaRouche. Et aussi, troisièmement, nous avons l'échec des politiciens quant au démantèlement de l'appareil britannique-saoudien qui est non seulement responsable du terrorisme, des actes terroristes du 11 septembre 2001, mais évidemment qui continue à appuyer le terrorisme de manière directe et indirecte à travers le monde. Donc la crise qu'on a autour de l'État islamique, la crise de réfugiés, le chaos dans l'Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde sont causés par cet axe britannique-saoudien qui est maintenant en fait toujours actif et en fait sous la protection de certaines institutions telles l'administration de Barack Obama. À cela aussi, il faut ajouter un quatrième élément, c'est-à-dire en fait l'échec d'adresser l'effondrement scientifique et culturel, la dégénérescence humaine des 100 dernières années, donc en fait toute la période du 20e siècle. Il y a eu certaines exceptions, on a eu certains bons moments avec Franklin Roosevelt par exemple aux États-Unis. Cependant, ce qu'on a vu durant le 20e siècle, c'est vraiment un écrasement existentiel du système européen et nord-américain, et ce durant les 100 ou 120 dernières années. Donc évidemment, pour bien commencer la présentation, il faut se poser la question à savoir, est-ce que vraiment la crise de 2016, dont M. Larouche parle déjà depuis quelques semaines, est-ce que cette crise-là
va être aussi pire qu'on le pense. Et la question qui se pose, bien évidemment, beaucoup de choses se passent maintenant en Europe, dans l'Union européenne, et on a le droit de se poser la question à savoir, est-ce qu'on vraiment on va avoir la pire crise que l'espèce humaine n'aura jamais connue? Il y a même certains journaux, comme par exemple le Daily Telegraph, avec un article de Leo McKinstry, dans lequel M. McKinstry prédit que la crise de 2016 pourrait être en fait que 2016 pourrait être l'année de l'effondrement de l'Union européenne. Donc la première chose qu'il faut regarder concernant l'Union européenne, c'est que à partir du 4 janvier de cette année, donc 2016, l'Union européenne va se munir d'une politique de confiscation de dépôts, une politique en anglais qu'on dit de bail-in. En fait, une politique qui est déjà appliquée en Europe. On l'a vu récemment avec l'effondrement de 4 banques régionales en Italie. Une de ces personnes, justement, qui a vu ses dépôts être confisqués, a commis un suicide. Et il y a maintenant une enquête criminelle menée en Italie, à savoir, ben, justement, est-ce que les politiques bancaires seraient en fait la cause de ce suicide-là? Donc, comme on le disait, aux États-Unis, cette politique de confiscation des dépôts existe déjà dans la loi Dodd-Frank, une loi qui a été passée en 2010, une loi qui se veut une fausse alternative à la loi Glass-Steagall, qui est déjà discutée de partout aux États-Unis, autant dans le Sénat que dans le Congrès, une loi qui pourrait vraiment marcher. La loi Dodd-Frank se veut plutôt une farce, et c'est plutôt une loi, en fait, qui dit que la dette des banques est plus importante que la garantie qu'on donne aux actifs des clients des banques. Donc, que vous ayez des actifs avec la banque, que vous ayez des bons bancaires, tout ça ne peut pas être protégé, ou s'il est protégé, ça sera en fait après qu'on ait pu payer les dettes des banques. Et le problème, c'est que ces dettes spéculatives, quand on prend la dette mondiale de ces banques-là, en fait, on parle d'une dette spéculative selon les chiffres officiels, évidemment, donc la situation est sûrement pire, mais les chiffres officiels nous parlent de 700 000 milliards de dollars de dette spéculative, alors que le PIB mondial est environ 10% de cela, donc environ 70 000 milliards de dollars. Donc évidemment, une dette qui est tout simplement impossible à payer, et si cette dette est impossible à payer pour les banquiers de l'Union européenne maintenant, cela veut dire que en fait, il n'y a aucun argent qui est garanti, aucun dépôt ne peut être garanti, parce qu'évidemment, si on veut payer une dette, on veut payer la dette avant d'assurer, de protéger les dépôts, et une dette qui est impayable, bien, vous voyez un peu où ça nous amène. Donc, on a toutes ces institutions financières qui sont dans une spirale d'effondrement, des fonds spéculatifs, des banques régionales, etc. Et cette fois-ci, les gens se rappellent du fameux bail-out, donc les renflouements de banques qu'on a vus depuis l'année environ 2008-2009, où les gouvernements devaient injecter des sommes astronomiques. Cette fois-ci, on va directement dans les comptes de la population. Évidemment, si l'année commence de cette manière-là, c'est évident que la pression ne pourra pas être gardée très longtemps, c'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où la crise va accélérer, être de pire en pire, et si les gens se mettent à perdre leurs actifs très rapidement, bon, si on se rappelle par exemple l'exemple de la Russie, lorsque la Russie en fait a subi sa crise économique dès le début des années 90, on a eu un véritable pillage de l'économie qui s'est fait. Les gens ont perdu tous leurs actifs, les industries se sont effondrées, on a vu même une recrudescence de dénatalité en Russie. Donc le taux de mortalité était supérieur au taux de natalité, le suicide, les drogues, l'alcool, donc une véritable destruction économique. Et donc, par exemple, dans un éditorial
du magazine Handelsblatt, qui est un magazine financier allemand, qui parle en fait de la prolifération des banques zombies. Donc des banques qui sont prêts à manger votre cerveau, donc à tuer tout le monde pour essayer de survivre. Donc, et en fait, l'article dans le magazine Handelsblatt en fait demande à ce que les banques se servent le plus rapidement possible de cette politique de confiscation des dépôts pour essayer justement de sauver la face, d'essayer de faire remonter les chiffres. Mais évidemment, les seules conséquences de ça, c'est en fait, c'est la mortalité. C'est un pillage fantastique qui n'aura d'égal peut-être que la crise du Moyen Âge, la crise en fait du 14e siècle en Europe, durant laquelle on a perdu plus de 60% de la population européenne. Et c'est évidemment ce à quoi on a à faire face aujourd'hui, pas simplement une petite crise, une petite période où on se serre la ceinture. C'est vraiment la période où le système disparaît dans son ensemble. Donc évidemment, M. Larouche, quand il regarde la situation, il prend ça d'un point de vue tout à fait différent, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est en fait le fait important est que les gens dans le domaine de la finance, les gens au niveau gouvernemental, les politiciens, etc., ces gens-là sont au courant de la crise économique. Ils sont au courant des impacts de cette crise économique et de cet effondrement du système financier. Donc la question que Larouche pose est pourquoi est-ce que les gens ne font rien pour arrêter cette crise-là? Pourquoi est-ce que le Congrès américain, par exemple, ne reste pas à Washington afin vraiment d'établir la loi Glass-Steagall? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait justement avant Noël? Parce qu'en fait, cette loi Glass-Steagall signifie la mort de Wall Street et permet justement de mettre en faillite tout le système financier impérial britannique, dont Wall Street, la City de Londres, etc., et en fait de créer les bases pour une reprise économique en regardant de plus près évidemment les politiques faites par l'ancien président américain Franklin Roosevelt lors des années 30 et 40. Et dans le cas de l'Europe, pourquoi est-ce qu'on a toléré justement l'existence de cette zone euro qui était en fait en banqueroute dès les débuts de sa création? Et pourquoi est-ce qu'on tolère en Europe cette commission européenne à Bruxelles, qui est en fait une commission destructive et carrément satanique, qui vraiment parle carrément de créer un génocide avec leurs politiques économiques. Donc pourquoi est-ce qu'on tolère, pourquoi est-ce qu'on fait semblant de vraiment s'occuper de ces questions-là? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas face à ces problèmes-là? Pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas ce danger de génocide à l'échelle mondiale en provenance maintenant, en fait, des politiques britanniques impériales et aussi plus récemment là, avec les nouvelles politiques environnementalistes promues par le Vatican et par le pape François Ier dans son dernier encyclique. Eh bien, la réponse à toutes ces questions-là, M. Larouche est très claire en disant que la raison de cette dégénérescence culturelle et de cette tolérance, en fait, cette tolérance de politique meurtrière, est vraiment causée par le fait que la population dans la région transatlantique, donc l'Europe, les Amériques, surtout cette région-là, en fait, les gens de cette région-là sont devenus vraiment, vraiment stupides, corrompus, immoraux, et en fait qui s'approche d'un certain satanisme, donc dans une politique où vraiment l'être humain n'est qu'un animal, n'est qu'une chose, un objet dont on peut se débarrasser, que ce soit comme une vieille table ou une vieille chaise. Donc, et justement, on tolère, on a en fait un leadership politique qui est corrompu de cette manière-là, comme par exemple des gens en Allemagne, comme le ministre de la Finance Schäuble. En Angleterre, on a des gens comme Tony Blair, avec David Cameron, et évidemment la période Bush-Obama, donc environ des 16 dernières années, depuis l'an 2000.
Donc, deux administrations, en fait, qui n'auraient jamais dû voir le jour, mais la population étant tellement corrompue et ignorante, elle a voté pour elle-même, donc elle a choisi à quatre reprises, donc durant quatre élections, ils ont carrément choisi le suicide et n'ont pas pu voir au-delà de la propagande médiatique qui a eu lieu durant ces élections-là. Donc, la population doit se réveiller, mais elle est tellement ignorante qu'elle fait des choix suicidaires. Et donc, il faut regarder justement, en fait, si on regarde la dernière année, quand on regarde en 2008 ou quand on regarde par exemple la fin du Glass-Steagall en 1999, on se rend compte que ces événements-là étaient des moments où la population aurait pu agir pour changer le tout, mais au contraire, on s'est lancé dans une dégénérescence encore plus rapide. Et que pour vraiment arrêter cette dégénérescence-là, il faut adresser le pillage culturel, qu'on pourrait dire, le pillage intellectuel qui s'est fait vers la fin du 19e siècle et durant le 20e siècle en général. Donc on parle par exemple de grandes percées dans le domaine de la science avec des mathématiciens et des géomètres comme Carl Friedrich Gauss. On a aussi les travaux de Bernard Riemann pour vraiment faire avancer la science dans son entièreté, dans son essence. On a eu aussi une révolution dans la culture classique avant le 20e siècle. On a vu Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann. Donc on a eu une espèce de mini-renaissance durant le 19e siècle. Aussi dans le domaine politique, on avait vraiment l'émergence, par exemple, de l'Allemagne comme une nouvelle État-nation souveraine qui s'inspirait du système d'économie politique américain. Donc évidemment, on ne parle pas là, d'un système américain à la George Bush, mais basé sur les pères fondateurs, cette idée d'économie industrielle basée sur le développement de la créativité. Et il y avait des gens en Allemagne comme le chancelier Bismarck qui défendait cette politique-là et voulait la mener en Allemagne. Et c'est ce qui a permis justement le développement de l'Allemagne durant la moitié du 19e siècle. Donc, tout ce système-là, avec sa politique hamiltonienne, cette politique de financement de grands projets pour créer des États-nations, et aussi de créer des relations de coopération entre les nations. Et aujourd'hui, on a justement la Chine qui fait la promotion de cette coopération-là avec leur politique de une ceinture, une route, une politique autrement connue comme la nouvelle route de la soie, ou le pont terrestre eurasiatique, donc différents mots, mais cette idée de développement général dans lequel chaque nation a une opportunité de s'intégrer dans un développement économique, évidemment pas juste dans la région de l'Eurasie, mais aussi sur le continent africain, en Amérique latine maintenant, et là maintenant c'est l'Europe et l'Amérique du Nord qui refusent de joindre ce système-là et qui sont en train en fait de jouer à la roulette. Parce qu'évidemment, ces deux régions-là ne pourront pas durer très longtemps sans se joindre à ce type de politique de développement, en fait, un développement qu'on appelle un développement d'une politique gagnant-gagnant. Donc, pas d'idée de géopolitique. On veut le développement purement et simplement. Donc, ces idées de coopération étaient très présentes au 19e siècle. Et on a vu ces idées-là vraiment être détruites durant le 20e siècle. Si on continue à regarder le 19e siècle, on parle évidemment de Abraham Lincoln et de son développement du chemin de fer transcontinental aux États-Unis. Une politique qui a été reprise par la suite par le président Ulysses Grant. Monsieur Grant aussi qui avait rencontré le chancelier Bismarck. Tous deux avaient visité la Russie pour en fait regarder les développements autour du chemin de fer transsibérien. Là, on parle des années environ 1890. En fait, un projet en Russie auquel plusieurs Américains, en fait des ingénieurs, le corps des ingénieurs de l'armée américaine ont participé à ce projet-là. Donc, il y avait vraiment une coopération pour un monde meilleur sur certains points menée par les grandes puissances comme les États-Unis,
la Russie et l'Allemagne. Donc ces projets-là, en fait, étaient vraiment les projets de l'heure. On avait aussi en Allemagne un projet visant à relier par chemin de fer la ville de Berlin en Allemagne avec la ville de Bagdad en Irak. En France aussi, on avait ce même genre de projet pour le continent africain, donc vraiment de créer un réseau de chemin de fer à travers les pays de l'Afrique du Nord. On avait aussi le chemin de fer de Paris à Vladivostok en Russie. En fait, on parle de route, de route pour voiture. On avait aussi des projets, le fameux projet du tunnel ou du pont à l'époque, le tunnel ou le pont pour traverser le détroit de Bering. Donc le tsar Nicolas, dans les années 1890, proposait ce projet-là avec évidemment les États-Unis et le Canada. On avait aussi en Chine, on avait le président Sun Yat-sen qui, lui, dans les années, toujours à la fin du 19e siècle, en fait, était un grand promoteur du système américain en Chine. Et aussi, on a eu la restauration de Meiji au Japon, 1870. Donc, cette conception de développement était très présente. Mais quelle a été la réponse de l'Empire britannique? Avant d'embarquer là-dedans. Donc, on a eu, à travers cette politique de développement-là, on a aussi eu une prolifération de la culture classique, donc de la composition musicale classique. Plusieurs percées dans le domaine scientifique. On parlait de Riemann un peu plus tôt. Et évidemment, on parlait aussi de gens qui voyaient déjà l'être humain comme étant non pas un être terrestre, mais étant un être solaire. Donc, dans le sens où l'être humain n'est pas limité à la Terre, mais se limite en fait, n'a pas vraiment de limite physique, peut vraiment étendre sa présence, que ce soit une présence intellectuelle au départ, qu'on pense par exemple au récent développement d'un programme spatial avec les robots Curiosity aux États-Unis, le lapin de Jade. Donc on atteint de nouvelles planètes, on est capable d'étudier ces planètes et justement de faire de grandes percées dans notre conception de l'histoire de l'univers, du système solaire. Donc cette conception, une conception très optimiste de l'être humain. Mais au lieu de poursuivre ce développement-là, il y a eu une réponse de l'Empire britannique, très très active à ce moment-là, comme aujourd'hui. Et donc on a eu des manipulations britanniques, la création de guerres régionales à travers l'Eurasie. Les Japonais ont fait la guerre avec la Chine. Les Japonais ont aussi fait la guerre à la Russie. Des guerres dans les Balkans, guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale qui a rapidement donné naissance à une nouvelle guerre, une deuxième guerre mondiale. Donc, l'idée de développement était vraiment carrément détruite. C'était pas simplement mis en attente, on a détruit les relations entre les nations, on a amené les nations à s'entretuer. Et d'un point de vue un peu plus profond et, je dirais, un peu hypocrite et sauvage, on a eu l'influence de Lord Bertrand Russell, qui lui a fait une attaque contre la science et contre cette conception de créativité, et des scientifiques qui représentaient cette créativité humaine, comme Gauss, Riemann, Johann Kepler, Gottfried Leibniz, Nicolas de Cuse, les gens de la Renaissance italienne, comme l'architecte Brunelleschi. Donc tout ce courant scientifique s'est vu carrément détruit, écrasé par une tyrannie britannique, une tyrannie en fait de l'esprit, où on a attaqué directement la conception de créativité humaine, où toute découverte en fait était réduite à de simples formules mathématiques et à une simple progression à partir de découvertes précédentes ou on peut dire d'observations scientifiques précédentes. Alors que la créativité humaine veut dire dans son essence amener quelque chose de nouveau dans le potentiel économique et dans le potentiel humain pour le développement des sociétés. Donc, c'est tout ce type de science qui a été détruit, cette science créative. Et évidemment, le système d'éducation en a bavé. Et vraiment, aujourd'hui, on a des gens qui sortent des universités et ils sont devenus carrément des zombies.
Pour eux, leur esprit n'est pas capable d'être créatif, mais ne fait que répondre, fait plutôt que donner la réponse qu'ils ont mémorisée de la part de leurs professeurs ou des manuels scolaires qu'ils ont lus. Donc, on a des scientifiques qui répètent la bonne réponse et qui sont coincés dans un carcan, étant incapables eux-mêmes de faire de vraies découvertes scientifiques. Donc, les Britanniques, en fait, n'ont pas simplement détruit la science et détruit les grands projets, ils ont aussi voulu détruire ou tuer les grands dirigeants de l'Europe et des États-Unis. On a eu l'assassinat de Sadi Carnot en France, l'assassinat de William McKinley aux États-Unis, avec aussi évidemment l'assassinat de Abraham Lincoln auparavant, et plutôt aussi l'assassinat ou le meurtre de Alexander Hamilton, toujours aux États-Unis. Bertrand Russell faisait des siennes au début du 20e siècle à la conférence de Solvay, qui a vraiment voulu mettre un terme à la science et aussi à détruire, en fait, de manière politique, un des seuls vrais génies scientifiques du 20e siècle, Albert Einstein. Donc, on pourra parler plus longuement de ce sujet-là peut-être un autre jour. On a publié beaucoup de documents sur M. Einstein et de ses découvertes autour de la théorie de la relativité. Donc, en général, au 20e siècle, oui, on a eu certaines avancées dans le domaine de l'ingénierie, par exemple, mais en général, on a eu vraiment une régression de la science durant ce siècle-là. Comme on disait, l'éducation en a pris pour son rhume. Donc aujourd'hui, c'est pas simplement que les gens apprennent moins, mais c'est aussi que les gens voient d'un mauvais œil, en fait, la connaissance. On se moque des gens qui, veulent être des scientifiques. Et quand les gens veulent être des scientifiques, on leur dit, ne perdez pas votre temps. Étudier les sciences informatiques, étudier les ordinateurs, les iPhones, les iPads, ça c'est l'avenir. Alors que c'est pas avec les iPads ou les iPhones qu'on va guérir le cancer, ça je peux vous le dire. Donc on met les scientifiques dans un carcan et on leur dit, allez sur YouTube, c'est là où se trouve la connaissance. Donc la culture, la science, l'éducation, tout ça, c'est vraiment c'est effondré durant le 20e siècle et on a eu, heureusement, un moment de développement avec la politique ou les politiques de Franklin Roosevelt au niveau de l'économie. Roosevelt qui a réussi, il a réussi à être élu, malgré le fait que son propre parti était vraiment mené par les intérêts de Wall Street. Au contraire, M. Roosevelt a gagné les élections, ramené l'espoir aux Américains avec la loi Glass-Steagall, avec la politique de grands projets. Le Parti républicain, à cette époque-là, était vraiment l'instrument de la destruction économique américaine. Carrément, le FBI était devenu, une arme de Wall Street déployée contre Franklin Roosevelt et les politiques qu'il défendait, donc le système politique américain et toute la tradition qui s'ensuit jusqu'à Alexander Hamilton au début, au premier balbutiement de la République américaine. Donc, quand on regarde les 15 dernières années, on voit en fait, comme on le disait, on a vu les Américains et en fait la population en général dans le monde a fait un peu le même genre d'erreur que les Américains ont fait en élisant à 2 reprises George Bush Jr. et à 2 reprises Barack Obama. Et par la suite, les gens ont toléré la politique de Wall Street après le crash de 2008. Ils ont toléré Obama et ses politiques carrément d'assassinat qu'il planifie là, à la Maison-Blanche, des assassinats faits par drone et par d'autres méthodes. Et donc, on a vraiment une destruction de la population américaine. Et M. Larouche l'a dit plusieurs fois, les États-Unis sont sur le point d'être effacés de la carte, à moins qu'ils décident de reprendre le contrôle de leur pays. Donc, évidemment, la situation, cette destruction de l'économie
durant les 100 dernières années. C'est évidemment, ce n'est pas irréversible, parce qu'évidemment, les êtres humains sont fondamentalement créatifs, donc on peut changer la situation, mais il faut absolument reconnaître que nous sommes vraiment à 1 minute avant minuit et qu'il nous reste seulement quelques opportunités pour renverser la situation. Si le président Obama reste à la Maison-Blanche, alors que la crise économique frappe de nouveau, eh bien, vous pouvez être sûr qu'on pourrait rapidement se retrouver dans une situation catastrophique, destructive, qui va rapidement sombrer dans le chaos. Donc, et on espère, en fait, si on est assez chanceux, que le leadership chinois et russe, qui sont maintenant à des années-lumière devant Barack Obama en termes de compréhension de la crise actuelle et aussi de la solution à apporter à cette crise-là. Donc on espère que ce leadership-là pourra éviter une guerre nucléaire et éviter justement un effondrement complet de l'économie. Parce qu'évidemment, même si les Chinois, les Russes, les Indiens se lancent dans les grands développements, ils ne sont pas à l'abri de cette crise financière qui va frapper dès le mois de janvier, à moins qu'on amène les solutions, les alternatives à tout ça. Donc Obama est vraiment le pantin de l'Empire britannique. Il défend Wall Street, il défend cette politique de changement de régime qui a causé tellement de destruction dans les 15 dernières années. Donc ce système impérial-là est fichu, est en faillite, est condamné, et ce système-là, malheureusement, est prêt à entraîner la population dans son propre effondrement. Donc tout le monde y passe, et c'est là où il faut réagir pour vraiment éviter le chaos qui pourrait mettre fin à l'espèce humaine comme on la connaît aujourd'hui. Donc on a quelques options. Évidemment, la première option, se débarrasser du président Obama. C'est une question essentielle et existentielle. Il faut ramener la loi Glass-Steagall afin de vraiment se débarrasser de Wall Street et de se débarrasser de la City de Londres et du pouvoir de l'Empire britannique. Donc évidemment, d'autres mesures doivent aussi être mises en place. On parle carrément de faire une renaissance dans le domaine de la science à travers le programme spatial, à travers le développement de la fusion thermonucléaire, donc l'énergie, l'énergie pour l'avenir. Oubliez les éoliennes et les panneaux solaires. Ça nous prend de la vraie énergie, l'énergie dense qui peut augmenter justement le pouvoir de l'espèce humaine sur Terre et dans le système solaire et au-delà. Sinon, évidemment, la nouvelle politique de confiscation des dépôts, la nouvelle politique de bail-in qui va entrer, en fait, qui va être débutée dès le 4 janvier 2016. C'est quelque chose qui peut mettre fin à toute l'économie mondiale, et ce, de manière très rapide, et il faudra choisir entre le fascisme que va amener ce système, ou une reprise, en fait, ou un changement complet des politiques visant la survie de l'espèce humaine. Donc, on parlait tantôt de cette loi de bail-in qui se trouve, en fait, dans la politique canadienne. On en avait parlé de ça quelque temps, où le budget fédéral, si ma mémoire ne me trompe pas, il s'agit du budget fédéral de 2014 ou de 2013, il faudrait que je revérifie, mais dans lequel le Canada parlait de cette potentielle politique de bail-in si jamais il y avait une crise financière. Donc cette crise-là, elle s'en vient. Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank de 2010 inclut cette politique de bail-in. Donc on parle de Barney Frank ici. Barney Frank est un membre toujours très actif du Parti démocrate, qui est une des personnes en fait responsables de la propagande contre Glass-Steagall. Et il faut aussi le nommer, il faut aussi le dire, Barney Frank est l'un des conseillers économiques maintenant de Hillary Clinton. Donc Hillary Clinton qui, justement, en ayant pareil candidat,
en fait, expose le fait qu'elle est contre Glass-Steagall et que, en fait, les mensonges qui ont été proférés contre Glass-Steagall et que, en fait, cette loi n'aurait jamais arrêté la crise de 2008. On n'aurait pas arrêté la crise des institutions d'assurance comme AIG. En fait, cette loi-là, elle est vieille de 85 ans, on n'en a plus besoin, il faut penser à autre chose. Ça, c'est vraiment de la grosse propagande. Quand on regarde ce que la loi Glass-Steagall a vraiment permis de faire, elle a permis en fait de sauver les États-Unis à une époque où tout était perdu, où en fait il n'y avait aucune solution d'amener pour dealer, pour s'occuper de la crise financière. Et quand Roosevelt a réussi justement à nettoyer son propre parti et à appuyer cette règle Glass-Steagall, ben là on a permis justement le nettoyage des banques et de recréer en fait des réglementations pour les banques, pour qu'elles demeurent en fait utiles et éviter justement la création de monstres financiers, de monstres spéculatifs comme on le connaît aujourd'hui. Donc Barney Frank est quelqu'un en fait qui représente ses intérêts de Wall Street. Et en fait, M. Larouche lui dit sur cette situation-là que en fait, le précédent de Franklin Roosevelt est la meilleure chose qu'on puisse utiliser. Donc, il ne s'agit pas ici d'écrire des lois, d'écrire une nouvelle loi de 800 pages. Là. Il s'agit de reprendre mot à mot la loi Glass-Steagall qui tient sur quelques pages et de réinstaller ça aux États-Unis et évidemment dans les autres pays aussi, les autres pays développés, et en fait d'en faire une loi qu'on pourrait dire une loi universelle. Il ne s'agit pas ici de gouvernement mondial, mais il s'agit d'un principe qui vise la protection de la population internationale. Donc chaque pays, en fait, devrait de manière souveraine amener ce principe Glass-Steagall qui vise à séparer les banques d'un côté avec les banques commerciales et de l'autre côté les banques d'investissement. Et en fait, on peut évidemment, il y a plusieurs variations sur un même thème, comme on dit, mais le principe est de protéger la population. Et en fait, quelqu'un comme Barney Frank, quelqu'un qui est en fait quelqu'un de très dégénéré, il y a de ça quelques années, M. Barney Frank avait été exposé faisant partie en fait d'un cercle pédophile, en fait où il y avait plus que de la pédophilie, mais on avait une prostitution d'adolescents et de jeunes enfants. Et Barney Frank, en fait, son collègue, un de ses colocataires faisait partie de ce cercle-là. Et ça, c'était tout le monde connaissait ce fait-là. C'est pas quelque chose qui était caché aux États-Unis. Ça avait été exposé dans les médias. Mais le problème, c'est que les gens ont toléré ce type de personne-là, quelqu'un qui est vraiment un dégénéré et qui est facilement utilisable par des institutions comme Wall Street avec un peu d'argent et sûrement d'autres cadeaux. Donc, ce type de personne-là n'aurait jamais dû être élu aux États-Unis, mais là, il se retrouve maintenant faisant partie de la course présidentielle en étant le conseiller de Hillary Clinton. Donc, la loi Glass-Steagall, maintenant, on parle de 2 propositions qui circulent autant au Congrès américain, donc la Chambre des représentants, et aussi dans le Sénat. Donc, les premières choses qui doivent être faites aux États-Unis, c'est d'amener les politiciens à discuter et à voter cette loi Glass-Steagall le plus rapidement possible. Glass-Steagall permet justement de tout nettoyer. C'est vraiment... on nettoie de manière impeccable. On protège les banques qui doivent être protégées. On se débarrasse des autres. C'est vraiment un ménage, qu'on pourrait dire un ménage du printemps ou un ménage d'hiver pour aujourd'hui. Et vraiment désintégrer des institutions comme Wall Street qui n'apportent absolument rien de bénéfique pour l'économie dans son entièreté. En fait, l'économie physique, l'économie qui vise le développement des êtres humains. Donc, quand on met Glass-Steagall en place, là, on est en bonne position pour justement créer une plateforme pour renverser la situation. Donc, il s'agit après ça d'utiliser une banque nationale pour émettre du crédit fédéral pour le développement des projets de développement, création d'emplois, développement scientifique, et ainsi créer un renversement de situation
renverser les 100 dernières années de destruction culturelle et scientifique. Et donc on le voit déjà avec... en fait, on parle d'une renaissance d'institutions comme la NASA. On a vu la Chine, la Russie, l'Inde surtout mettre beaucoup l'accent sur le programme spatial dans les dernières années. La NASA a vu ses budgets être coupés, et ce de manière constante durant les dernières années. Donc une renaissance de la NASA. Donc quand on parle justement d'exploration spatiale, quand on parle de développement de la fusion nucléaire, on parle aussi évidemment de grands projets de développement sur 20 ou 30 ans, des projets comme ceux qui avaient été annoncés là, par le président Kennedy à l'époque, que ce soit pour aller sur la Lune, aujourd'hui aller sur d'autres astres, pour justement étendre la connaissance de l'être humain dans le système solaire. Et tous les projets de développement, la liste est très longue, pour justement là, relancer l'économie mondiale, avec des vrais projets de développement comme le tunnel sous le détroit de Bering, différents projets, évidemment, hydrauliques, des projets de développement énergétique, etc., etc. Donc, tout ça peut nous permettre de nous amener, en fait, dans une renaissance culturelle. Et une des choses dont le mouvement Larouche parle beaucoup maintenant, il s'agit évidemment de faire revivre la culture, en fait, de faire revivre la musique classique. Tout récemment, en fait, durant la période de Noël, notre mouvement, le mouvement Larouche à New York, a organisé 2 concerts du Messie de Handel. Donc une pièce, en fait une très belle pièce qui a été jouée à 2 reprises dans la région de New York, à laquelle des milliers de personnes ont assisté. Donc si on veut, une réintroduction d'un concept de beauté dans la culture américaine, donc dans la région de New York, une région qui évidemment qui est très vive, très active d'un point de vue culturel. Et la meilleure manière de justement ramener les gens dans cette bataille politique, dans cette bataille pour l'espèce humaine, et de stimuler cette créativité et de vraiment donner aux gens des exemples de beauté que seul l'être humain peut créer. Et la musique classique est sûrement le meilleur outil pour faire cela. Mais encore une fois, il faut que les gens réalisent. En fait, il faut réaliser qu'on est très près de la crise. Il est minuit moins 5. Maintenant, peut-être moins 4, moins 3. Il faut que la population américaine et les populations à travers le monde vraiment développent un courage moral pour faire face à la réalité. Donc, on se débarrasse d'Obama, Glass-Steagall, et là, on se développe le plus vite possible. Et heureusement, dans la situation actuelle, avec le leadership en provenance de la Chine et du président Xi Jinping, nous avons une situation où les États-Unis et le Canada pourraient se joindre à cette nouvelle dynamique, une ceinture, une route de la présidence chinoise, plus particulièrement le président lui-même Xi Jinping. Récemment, Xi Jinping avait fait une offre à Barack Obama lors de sa présence, lors de leur présence à une conférence de l'ONU à New York vers la fin de l'année 2015. M. Xi Jinping avait offert aux États-Unis de se joindre à cette politique-là. Une politique maintenant qui a recruté, on parle d'une 60aine de pays qui sont actifs de manière directe avec cette politique chinoise de développement économique. Aujourd'hui, en provenance de l'Europe, en provenance des États-Unis, on a beaucoup de salissage, une campagne de salissage contre la politique, une ceinture, une route, en provenance de la Chine. On dit que cette route de la soie est en fait un outil géopolitique où les Chinois essaient, comme dans une partie de football, ils essaient de battre les États-Unis pour devenir la puissance mondiale. Donc cette conception de géopolitique, une conception en fait, je pense que tous les gens sont au courant un peu de cette idée. On parle souvent d'un monde bipolaire. On parlait dans les années 80, dans les années 70, on parlait d'un monde bipolaire avec l'Union soviétique, les États-Unis. À
Après ça, on a parlé d'un monde unipolaire. Donc, toujours cette idée très impériale que, en fait, le monde est géré par cette espèce de course, cette espèce de bataille où les nations se mesurent les unes aux autres et où chaque nation essaie de dominer les autres. Cette conception de géopolitique est en fait mise à la poubelle par la Chine, par la Russie et par l'Inde maintenant. Et ça, c'est toujours très difficile aux gens de concevoir cela. Les gens disent, ouais, mais Poutine il est corrompu, les Chinois sont corrompus, tout le monde est corrompu. Donc, évidemment, rien de bon ne pourra jamais arriver. Et ça, c'est un peu, en fait, toute cette conception très pessimiste de l'être humain. En fait, ça nous ramène à ce qu'on disait au début, cette corruption de la culture humaine durant le 20e siècle dans son entièreté. Donc, les gens ne croient plus à cette idée de coopération entre les nations, une coopération qui existait de manière très viscérale durant la deuxième moitié du 19e siècle, comme on l'a énuméré au début. Donc, en fait, même le ministre des Affaires étrangères chinois a répondu à ces diffamations contre la politique chinoise de la route de la soie. Il y a eu des articles dans le New York Times, dans le Washington Post. Donc, le ministre des Affaires étrangères chinois a répondu tout simplement en disant, écoutez, plusieurs pays ont déjà signé des ententes de coopération avec nous et ces nations-là s'enlignent avec nous pour une stratégie de développement. Donc, on parle évidemment de coopération bilatérale, multilatérale, et qu'en fait, la politique de une ceinture, une route n'est pas un outil géopolitique. Le principe de cette politique-là, une ceinture, une route, c'est en fait de créer plusieurs initiatives et de créer un certain ordre qui va en fait permettre de combler les intérêts de chacun et d'approfondir la coopération entre les nations dans plusieurs domaines, pas simplement le domaine de chemin de fer, mais dans tous les domaines scientifiques, culturels, etc. Donc on parle, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, on parle de résultats gagnant-gagnant. Et c'est cette conception, cette politique gagnant-gagnant qui est très important et qui peut permettre aux États-Unis de carrément se dissocier des 15 dernières années avec Bush et Obama et aussi évidemment le président Cheney, Dick Cheney sous la présidence de George Bush Jr. qui était le vrai problème, et de se joindre aux États-Unis. Et en fait, si vous voulez regarder quelque chose de très intéressant, on peut faire une comparaison, par exemple, des dernières décennies aux États-Unis et des dernières décennies en Chine. Et on peut voir ainsi que en fait, la politique chinoise est une politique axée sur l'avenir, une politique qui fonctionne. On peut être en désaccord avec le système communiste, etc. Ça va, mais ça, en fait, c'est un détail. Il faut arrêter de vanter le système nord-américain avec le YouTube et Facebook comme si on avait ressuscité Martin Luther King. Ça n'a rien à voir. La situation actuelle aux États-Unis, en fait, avant l'arrivée de Barack Obama aux États-Unis, on avait 37 millions d'Américains qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Donc, en grande partie causé par George Bush Jr. Mais avec Barack Obama, on a augmenté ce nombre-là par 10 millions. Donc 47 millions d'Américains vivent maintenant sous le seuil de la pauvreté. Aussi, les gens qui reçoivent des coupons alimentaires, on avait 28 millions d'Américains avant l'arrivée d'Obama. Et après l'arrivée d'Obama, 47 millions. Donc une augmentation de 19 millions de personnes. Aussi, on avait un enfant sur 5 aux États-Unis qui vivaient en dessous du niveau de la pauvreté. Évidemment, c'est encore pire quand on regardait au niveau des Afro-Américains. C'est vraiment 2 enfants sur 5 qui vivent sous le niveau de pauvreté. Et quand on regarde la Chine, dans les dernières années, dans les derniers 30 ans environ, la Chine a réussi en fait à sortir de la pauvreté plus de 600 millions de personnes. Récemment, on a construit environ 11 000 milles
en fait, 11 000 milles, on parle environ, on parle là peut-être de 16 ou 17 000 kilomètres de chemin de fer à haute vitesse dans la dernière décennie. Et les Chinois parlent en fait de doubler, voire de tripler ce nombre d'ici 2020. Aux États-Unis, on n'a pas 11 000 milles de chemin de fer, mais on a 450 000 de ces chemins-là, supposément à haute vitesse. Mais évidemment, le système est assez désuet et ne va pas très très vite. Et aussi, la Chine a réussi tout récemment à électrifier la Chine au complet. Donc tout le monde en Chine maintenant ont accès à l'électricité ou auront accès à l'électricité dès cette année. Donc évidemment, des changements radicaux dans une nation qui, en fait, pour beaucoup de personnes, semblait être définie justement par sa pauvreté. Donc le travail bas de gamme, la production qu'on appelle de cheap labor en anglais. Donc toute cette idée là, d'envoyer des emplois minables en Chine à cause de la différence dans la valeur des devises. Donc beaucoup de gens, très peu de salaire. Et en fait, cette situation-là est en train de changer. Et là, si la situation n'arrête pas, évidemment, mais c'est les États-Unis qui vont être le nouveau cheap labor du monde. Mais malheureusement, les gens de Wall Street et les gens autour d'Obama risquent d'agir avant ça et de plutôt créer un conflit militaire à l'échelle internationale. Donc, comme on le disait, l'offre faite par Xi Jinping en 2014, on remonte avant, c'était avant le meeting de l'ONU de l'année dernière, c'était en 2014 au sommet de l'APEC, durant lequel Xi Jinping avait offert aux États-Unis de se joindre à la politique de la nouvelle route de la soie. Et évidemment, ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous continuez de croire en ce que les médias principaux vous disent, vous êtes vraiment malchanceux. Tout ce qui sort des médias maintenant, c'est vraiment de la propagande ridicule qui vise à attaquer la Chine, attaquer la Russie, attaquer l'espèce humaine en soi. Donc il faut absolument amener les Américains, les Canadiens, les Européens à se joindre à cette dynamique-là. Notre mouvement aux États-Unis va maintenant prochainement produire un rapport intitulé The United States Joins the Silk Road. Donc les États-Unis se joignent à la route de la soie. Donc un rapport qui va évidemment dans les principes de l'économie physique de Larouche et qui élabore sur certains projets, les projets directs qui peuvent être faits en collaboration avec la Chine et la Russie. Et que justement cette offre faite par Xi Jinping est vraiment une question de vie ou de mort pour les États-Unis et pour la zone transatlantique. Donc, et comme on le disait, la route de la soie n'est pas un projet géopolitique. C'est un projet de développement conjoint entre les nations, comme on a vu dans la deuxième moitié du 19e siècle, et qu'il faut changer les relations internationales entre les nations, revenir à cette conception de coopération globale pour des buts communs de l'espèce humaine, et pour en fait réaffirmer cette forme supérieure de loi naturelle. Donc cette loi qui dit que toutes les actions humaines doivent tendre vers le progrès fondamental des sociétés et des générations à venir. Et que c'est ça en fait, cette coopération gagnant-gagnant, c'est d'assurer cette progression continue du développement de l'espèce humaine, cette progression du développement des idées, de la science et évidemment des conditions de vie dans lesquelles nous sommes, et de mettre un terme à cette politique verte, cette politique malthusienne impériale qui vise en fait une réduction de la population mondiale, comme on l'a vu à la fameuse conférence COP21, avec cette propagande autour du réchauffement climatique, où on tente d'imposer aux nations des politiques de réduction économique, donc qu'on appelle de croissance négative. Donc on retourne vers l'âge de pierre en fait au Moyen Âge avec des éoliennes qui en fait ne pourront jamais produire assez d'énergie pour soutenir la population actuelle.
Et en fait, donc, il faut mettre un terme à cette politique verte, cette propagande impériale, et de revenir à cette conception vraiment de ce que représente le progrès humain, ce que représente cette question de créativité humaine. Sans l'expression de cette créativité-là, le spécimen va tout simplement cesser d'exister. Et c'est ça que l'Empire britannique tente de faire maintenant. Donc il faut comprendre cette créativité humaine-là comme étant un principe unique dans l'univers. Donc on est maintenant à preuve du contraire, l'espèce dominante dans le système solaire qui peut vraiment changer les choses et en fait transformer les choses dans le but de les améliorer. Donc de transformer notre environnement, pas simplement sur Terre, mais dans tout le système solaire et évidemment au-delà. Donc évidemment, il faut agir vite. Je pense on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça vaut la peine de le répéter. Si on ne fait simplement qu'attendre, comme des petits animaux dans une cage, attendre que quelqu'un vienne nous sauver, mais oubliez ça, ça ne va pas se produire. Il faut maintenant se battre pour la loi Glass-Steagall et faire en sorte que maintenant toutes les nations, comme le Canada, on parle à nos auditeurs en Haïti, toute nation doit se joindre à cette dynamique de la nouvelle route de la soie, et ce, de manière le plus rapide possible. Et si les États-Unis décident de se débarrasser de Barack Obama, eh bien, on pourra avoir peut-être une chance de survivre d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, voici pour cette semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions à propos de cette présentation-là, vous pouvez toujours me communiquer par courriel à jplebleu@yahoo.ca. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Cependant, ce qu'on a vu durant le 20e siècle, c'est vraiment un écrasement existentiel du système européen et nord-américain, et ce, durant les 100 ou 120 dernières années. Donc, évidemment, pour bien commencer la présentation, il faut se poser la question à savoir, est-ce que vraiment la crise de 2016, dont M. Larouche parle déjà depuis quelques semaines, est-ce que cette crise-là va être aussi pire qu'on le pense? Et la question qui se pose, bien évidemment, beaucoup de choses se passent maintenant en Europe, dans l'Union européenne, et on a le droit de se poser la question à savoir, est-ce qu'on vraiment on va avoir la pire crise que l'espèce humaine n'aura jamais connue? Il y a même certains journaux, comme par exemple le Daily Telegraph, avec un article de Leo McKinstry, dans lequel M. McKinstry prédit que la crise de 2016 pourrait être en fait que 2016 pourrait être l'année de l'effondrement de l'Union européenne. Donc la première chose qu'il faut regarder concernant l'Union européenne, c'est que à partir du 4 janvier de cette année, donc 2016, l'Union européenne va se munir d'une politique de confiscation de dépôts, une politique en anglais qu'on dit de bail-in. En fait, une politique qui est déjà prise maintenant pour éviter le pire. Et nous avons aussi une confrontation toujours de plus en plus possible entre les États-Unis, sous la direction de Barack Obama, en fait une guerre que celui-ci mènerait contre la Russie et la Chine, une guerre qui peut devenir en fait une confrontation thermonucléaire mondiale. Donc quand on pense à 2015, il faut d'abord voir en fait le nombre d'échecs en fait causés par le leadership politique aux États-Unis. Nous avons eu tout d'abord l'échec d'agir pour en fait bloquer Obama et ses politiques autant militaires qu'économiques qui violent la Constitution américaine, donc des actes qui sont en fait des actes qui pourraient amener Barack Obama vers la destitution ou le renvoi immédiat selon certaines règles constitutionnelles. Deuxièmement, nous avons eu l'échec des politiciens américains, en fait l'échec de ramener
la loi Glass-Steagall dès le début de la crise économique de 2007-2008. Et au lieu d'avoir ramené cette règle-là, on a vu en fait un effondrement du système, un effondrement des règles du système financier. Et maintenant, Wall Street représente en fait un système casino, un système spéculatif qui n'a plus aucun lien avec la véritable économie physique, telle que définie par Lyndon LaRouche. Et aussi, troisièmement, nous avons l'échec des politiciens quant au démantèlement de l'appareil britannique-saoudien qui est non seulement responsable du terrorisme, des actes terroristes du 11 septembre 2001, mais évidemment qui continue à appuyer le terrorisme de manière directe et indirecte à travers le monde. Donc la crise qu'on a autour de l'État islamique, la crise de réfugiés, le chaos dans l'Afrique du Nord et dans d'autres régions du monde sont causés par cet axe britannique-saoudien qui est maintenant en fait toujours actif et en fait sous la protection de certaines institutions telles l'administration de Barack Obama. À cela aussi, il faut ajouter un quatrième élément, c'est-à-dire en fait l'échec d'adresser l'effondrement scientifique et culturel, la dégénérescence humaine des 100 dernières années, donc en fait toute la période du 20e siècle. Il y a eu certaines exceptions, on a eu certains bons moments avec Franklin Roosevelt par exemple aux États-Unis. Bonjour, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 4 janvier 2016 et le titre de l'émission d'aujourd'hui. Il est minuit moins 5 pour le système financier. Il faut agir maintenant. Nous allons faire un retour sur la présentation qui a eu lieu récemment du mouvement politique de LaRouche aux États-Unis. Une présentation qui parle justement de l'urgence d'agir, puisque dès le 4 janvier 2016, plusieurs changements dans le système financier auront lieu. Le changement le plus percutant sera l'adoption d'une politique en Europe et une politique qui est en fait déjà aux États-Unis et au Canada, une politique de confiscation des dépôts, en anglais politique de bail-in. Donc commençons la présentation maintenant. Donc la situation actuelle est que si vous croyez que 2015 était une mauvaise année pour l'économie, eh bien vous allez être horripilé par l'année 2016 qui s'en vient. Nous entrons, selon M. Lyndon LaRouche, économiste américain, dans une des périodes les plus dangereuses de l'histoire moderne. Nous avons un effondrement systémique du système financier transatlantique. Des mesures d'urgence appliquées en Europe, on l'a vu récemment avec l'effondrement de 4 banques régionales en Italie. Une de ces personnes, justement, qui a vu ses dépôts être confisqués, a commis un suicide et il y a maintenant une enquête criminelle menée en Italie, à savoir, ben, justement, est-ce que les politiques bancaires seraient en fait la cause de ce suicide-là? Donc, comme on le disait, aux États-Unis, cette politique de confiscation des dépôts existe déjà dans la loi Dodd-Frank, une loi qui a été passée en 2010, une loi qui se veut une fausse alternative à la loi Glass-Steagall, qui est déjà discutée de partout aux États-Unis, autant dans le Sénat que dans le Congrès, une loi qui pourrait vraiment marcher. La loi Dodd-Frank se veut plutôt une farce, et c'est plutôt une loi en fait qui dit que la dette des banques est plus importante que la garantie qu'on donne aux actifs des clients des banques. Donc, que vous ayez des actifs avec la banque, que vous ayez des bons bancaires, tout ça ne peut pas être protégé. Ou s'il est protégé, ça sera en fait après qu'on ait pu payer les dettes des banques. Et le problème, c'est que ces dettes spéculatives, quand on prend la dette mondiale de ces banques,